Merci bien. Des remerciements d'abord à toi, Bernard, Ars Industrialis, dont je suis membre. Et Arnaud. Arnaud, qui a suscité cette invitation. Également à notre ami Dominique Butin-Friès, qui doit être dans la salle, qui nous accueille au nom de monsieur le maire du 2e arrondissement. Enfin, un remerciement particulier à madame Paul Pérez, qui a accueilli l'article dont tu parlais il y a un instant, l'article que j'écris il y a un an dans une encore jeune revue qui s'appelle Temps Marane, et qui est une revue d'idées, de réflexion et d'opinion. Et c'est cet article que j'ai fait passer à Arnaud et qui a tourné. Je suis un économiste, comme tu le disais il y a un instant, un économiste de la recherche et de l'innovation. C'est des économistes un petit peu marginaux dans la communauté des économistes et qui, sur le tard, comme beaucoup d'économistes d'ailleurs, sont intéressés à l'économie financière. Et donc, et c'est à ce moment-là que j'ai tenté de voir les liens qui pouvaient exister dans cette chaîne que je n'ose qualifier de valeur entre la recherche, l'innovation, l'économie et la finance. Et puis, de manière encore plus générale, à des domaines allant de la culture à la finance. Alors, le propos que je vais vous tenir est un propos de recherche. Hein. Il faut le voir comme ça. D'ailleurs, tu l'as présenté comme ça. Et je l'ai intitulé de manière très, très audacieuse Performance sans formance n'est que ruine de la responsabilité et de l'engagement. Vous voyez, je ne me refuse rien. Hein. Alors, je me suis dit qu'au cas où, à un moment ou à un autre, je vous perdrais en route, il valait mieux que je vous dise d'emblée quelle était la substance de mon propos. Deux temps. Premier temps, nos sociétés tout entières tendent à se comporter comme le fait l'industrie financière. Ces acteurs, les acteurs de la société, en prenant des risques, se défaussent d'une partie d'entre eux sur d'autres acteurs, tout en s'octroyant les bénéfices de la performance liée à ces risques. À ce compte-là, nos sociétés perdent le sens des responsabilités. En outre, la tendance est de renoncer peu à peu à tout effort dans la durée que suppose l'engagement. Alors, pour le comprendre, je dirais à grands traits comment j'entrevois le fonctionnement de l'industrie financière. Deuxième temps, il faut bien dans la durée que tout type d'exercice à la performance, sauf à être consciemment délétère, soit gagé par une contribution à la formance. J'expliquerai cela, bien sûr. Car ne s'agit-il pas d'en appeler à la responsabilité des acteurs, devenus, me semble-t-il, volatiles, et de préparer librement chacun à des capacités et à des engagements. Et j'imaginerai aussi qu'à terme, des conventions internationales nouvelles viennent même consacrer et légitimer une nécessaire sortie de ces sociétés de marché financiers. Voilà. Maintenant, si vous êtes perdu, ce sera de votre faute. Hein. Premier temps. Je vais donc indiquer les logiques et les mécanismes les plus caractéristiques de l'industrie financière, dont le cours est aujourd'hui dicté par la puissance de la seule
finance de marché. Alors, la finance de marché, c'est surtout des grandes entreprises transnationales, financières, des banques, des assurances et non financières, les deux, qui interviennent sur les marchés pour motif de placement, d'investissement et de gestion d'épargne. Et lorsqu'elle utilise beaucoup de techniques et de pratiques d'anticipation nouvelles, puissantes et mal maîtrisées aujourd'hui, alors la finance de marché normalise excessivement les actifs sur lesquels elle intervient. Autrement dit, ces actifs excèdent une forme industrielle classique, ils tentent à se métamorphoser en agenda. En agenda, c'est-à-dire agenda, étymologiquement, en choses devant être faites. Alors elle quitte l'espace de la volonté des choix libres et responsables, et ces actes agenda, ces actes agenda, illustrent ce qu'on appelle aujourd'hui la performativité de l'activité financière en général. D'une manière plus générale encore, de certaines formes de sciences économiques qui sont à l'origine. Alors, à l'origine de cette logique performative, il y a ce qu'on appelle un aléa moral. Ce sont des termes qui remontent loin, y compris la fondation même de l'économie politique par Adam Smith, moral hazard. Mais qu'est-ce qu'un aléa moral ? C'est un excès de risque, un aléa moral, c'est un excès de risque que prend un acteur, individuel ou collectif, quand il sait que la couverture du risque ne lui incombera pas en dernier ressort, en totalité ou en partie. Et quelquefois, quand il s'organise pour cela. Comment ? Surtout, pas uniquement, mais surtout en veillant à profiter d'une asymétrie d'information permanente par rapport à celle dont disposent les autres acteurs. Il s'agit donc, de fait, d'un report de risque, d'un transfert de risque sur d'autres puissances d'agir, qui vont, du coup, être mécaniquement affaiblies dans leur propre capacité d'engagement. Eh bien, dans l'industrie financière de marché, cette attitude est quasiment la règle. Tout acteur à l'origine d'un tel aléa moral installe de fait une logique de responsabilité limitée, dans le sens où il se constitue une rente privative attachée à un engagement initial qu'il n'assume pas, en partie ou totalement encore. Il s'invulnérabilise aux dépens d'autres acteurs. Transformé en simple agent, vulnérabilisés, eux, par cette condition non désirée de lieu d'assurance, de couverture du risque. Agents qui, à leur tour, évidemment, chercheront à se débarrasser de cet excès de risque, et ainsi de suite. Émerge alors une logique de pari qui entretient la démarche initiale de prédation, cet excès de risque qu'on file aux autres, patate chaude, et que j'ai décrite, et qui nourrit de fait des tendances psychosociologiques compétitives agressives. Eh bien aujourd'hui, cette dynamique de l'industrie financière de marché, nos sociétés tout entières
et leurs économies en premier lieu ont tendance à la mimer. Mais enfin, il faut bien parler de ce risque, de sa manifestation. Il y a 150 ans, la menace de généralisation de cette tendance à l'aléa moral a été maîtrisée par convention sociale. En gros, les effets indésirables d'un risque étaient couverts par des assurances, c'était le début, des assurances plus ou moins collectives, ou alors elles étaient combattues par des luttes sociales et politiques. Tendues entre promesses et risques, les sociétés fabriquaient alors du monde commun. En revanche, depuis 50 ans, et le mouvement de dérégulation générale qui a accompagné ces décennies, ce n'est plus le cas. En gros, des logiques financières permettant à des acteurs de marché d'établir des contrats, on les appelle les options, peu importe, ou autres, peu importe, des contrats qui ne distinguent pas risque et pari, et contribuent à empoisonner, c'est ma manière de le dire. Le financier de la profession dirait peut-être les choses autrement, mais contribuent à empoisonner l'idée même de couverture de risque. Cette confusion entre risque et pari. Tendue cette fois entre promesse et pari, ces sociétés se comportent comme le fait la finance de marché. Elles ne fabriquent plus de monde commun tourné vers l'avenir, elles formulent au contraire des appels à des mondes contractuels sans horizon temporel. Alors, question, mais qu'est-ce qui donne corps à cet aléa moral entretenu par l'industrie financière de marché? Réponse, ma réponse. Une démarche fantasmatique, plus ou moins encouragée d'ailleurs par l'utilisation de certains travaux à caractère scientifique depuis 40 ou 50 ans en économie, et notamment des travaux économiques qui ont été récompensés par ce que d'aucuns appellent le Nobel d'économie. En effet, le risque exorbitant, excessif, qui le caractérise à cet aléa moral, et qui, vous l'avez compris, est un mélange plus ou moins intentionnel de risque-pari pour compte propre et de risque-pari pour compte d'autrui. Sur les marchés, on dit pour compte de tiers. Eh bien, elle est inspirée par une recherche idolâtre des moyens d'éradiquer l'insécurité. L'insécurité, c'est-à-dire le risque lié à l'incertitude. Et quel est ce risque majeur lié à l'incertitude? C'est tout simplement l'avenir. Parce que l'avenir, c'est le seul facteur d'incertitude. Et alors, comment s'y prend-elle l'industrie financière? Pour mémoire, ça c'est juste pour mémoire, pour que vous ayez une image, c'est vraiment une image. Alors, la méthode technique classique, c'est d'abord de formaliser le risque pour le normaliser. On lui donne une forme, on le normalise, puis on le divise à l'infini. Puis on l'anonymise.
puis on le recombine en d'innombrables produits opacifiés, et ainsi travesti, parce que c'est quand même un travestissement, on le fait circuler à très grande vitesse par recours à des technologies informatiques ultra rapides et robotisées. Le risque et son excès deviennent alors globalement, pas toujours, mais globalement, intraçables, de sorte d'ailleurs que ses propres auteurs se persuadent, plus ou moins sincèrement, de leur disparition. C'est magique. Ils s'exonèrent alors, logiquement, de toute appréciation distancée, de toute injonction de responsabilité au sens de répondre d'un acte. Bref, les acteurs de l'industrie financière de marché se sentent dégagés de toute responsabilité externe à leur terrain de jeu. Externe, parce qu'en interne, la bataille fait rage, naturellement, et procède, j'allais dire rapidement, par élimination darwinienne. Eh bien voilà, finalement, depuis 30 ou 40 ans, l'industrie financière de marché a entretenu une logique de pari à l'ombre d'un radical principe de précaution. Radical principe de précaution dissimulant la dissolution fantasmatique du risque émis. De ce fait, elle a installé donc une démarche de prédation dont le modèle a imprégné nos sociétés, métamorphosées en quasi-sociétés de marché financier. La tentation de la captation privative de la performance s'est généralisée. Des acteurs économiques de grande taille, ceux auxquels nous pensons tous aujourd'hui, autour de l'économie de l'information, et notamment aux États-Unis d'Amérique, ont conquis le pouvoir que donnent les investissements de rationalisation en procédant de multiples façons, mais surtout à des modifications stratégiques de ce que les économistes appellent la chaîne de valeur, et à priver d'autres acteurs, du coup, de leur capacité d'engagement autour d'investissements de création. Ravalés, eux, désormais, au rang d'agents subordonnés et débiles au sens de fragiles, n'ayant plus de pouvoir. Voilà, j'en ai terminé pour mon premier temps. Vous l'avez compris, au fond, et pour le dire autrement, à peine, je viens d'exposer un paysage construit autour de jeux asymétriques de pouvoir. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit trois choses. Un, on voit des acteurs parties prenantes. Alors maintenant, partie prenante, vous voyez ce que ça veut dire. Logique de prédation, stakeholder, partie prenante, ça dit bien ce que ça veut dire, des parties prenantes. Des acteurs parties prenantes modifiant ou adaptant les règles du jeu du risque pour obtenir la meilleure performance et n'ayant d'ailleurs plus d'autre ambition, ni même celle d'être des auteurs, parties apprenantes et comprenantes, les élites qui, au fond, cessent d'être aussi des auteurs. Un. Deux, on y voit que ces acteurs parties prenantes s'appuient sur ce que j'appelle, de manière peut-être un peu facile, des agents parties prises. Oui, parties prises. Elles ont été prises. Désormais privées de la possibilité de reconstitution autonome de leurs ressources humaines, sociales, capitalistiques, ou naturelles, qui seraient nécessaires à leur propre performance dans la durée.
On y voit enfin que la performance à venir, tant de ses acteurs que de ses agents, n'est pas garantie par la formance nécessaire et les étapes indispensables à qui ambitionne de rester un auteur, à augmenter, hein. Un auteur, c'est celui qui augmente, hein. Un auteur ou un acteur souverain dans ses choix. Hein, c'est une autre façon de dire ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui au fond, vous disait comment, de manière plus ou moins forte et plus ou moins visible, cette société, nos sociétés s'étaient inspirées des logiques de l'industrie financière de marché, au point d'en être devenues quasiment des sociétés non pas simplement de marché, mais de marché financier. Alors, deuxième temps à présent. Au plan collectif, on pourrait dire que notre modernité devient tardive. Moi, j'emploie plus souvent les termes de modernité tardive plutôt que d'hypermodernité, mais bon, enfin, peu importe. Hein. Que notre modernité devient tardive parce qu'elle développe un modèle où la performance est toujours davantage espérée sans la formance, et où la recherche compulsive des bénéfices d'un risque que l'on ne supporte pas soi-même totalement, donc d'un engagement que l'on n'assume pas, décourage l'engagement des autres acteurs, lestés par le poids des effets indésirables de ce risque. Bon, mais la formance au juste, c'est quoi? Alors, je vais introduire cette notion, je vais juste à peine l'introduire et l'illustrer pour l'envisager, au moins autour de cette table, d'une importance aussi grande que celle de performance, comme symétrique et complémentaire. Voulez-vous considérer avec moi les 7 domaines où tout individu et tout collectif s'implique en société, s'engage? Culture, éducation, formation, recherche, innovation, économie, finance. Hormis, donc, les 2 domaines d'investissement individuel et collectif des corps, pour parler comme certains philosophes, c'est-à-dire le domaine de la médecine et de la santé, et le domaine de la violence et de la guerre, avec leur régulation publique le plus souvent, et que je vais laisser pour l'instant de côté. Alors, on comprend intuitivement que les domaines de la culture, de l'éducation, de la formation et de la recherche concourent pour l'essentiel à la formance de toutes les ressources, quelles qu'elles soient, les leurs, mais celles de l'innovation, de l'économie, de la finance aussi. Doit-on oublier pour autant qu'elles le font avec une performance plus ou moins grande dans la conduite de ce concours? D'ailleurs, on le rappelle assez souvent depuis quelques dizaines d'années. Maintenant, on comprend intuitivement que les domaines
de la recherche, de l'innovation, de l'économie et de la finance concourent, eux, à la performance de toutes ces ressources préalablement formées, quelles qu'elles soient. Doit-on oublier pour autant que chacun de ces domaines doit veiller à assurer à ces ressources une possibilité ultérieure de formance, car sans formance, toute performance régresse et se tarit, bien entendu. À présent, la représentation que je souhaitais camper est complète. Auteur, acteur et agent. Puissance d'agir. Logique. Enfin, au cœur de l'activité des hommes, des dynamiques, à mon sens, non dissociables de performance et de formance, jouant, et ça c'est le lien avec la première partie, le premier lien, je vais en organiser d'autres, jouant comme antidote de fait au mouvement délétère et non contrôlé, vous l'avez compris, des transferts de risques non convenus de nos sociétés aujourd'hui. Ainsi modélisée, cette représentation peut donner lieu à la création d'outils susceptibles de l'exprimer et de la valoriser. Par outils, bon, j'entends globalement des repères, des indicateurs. Alors, le mot est compliqué à employer aujourd'hui, mais des indicateurs construits pour être insérés. Et c'est moi qui insiste sur ce lien-là, sûrement ma formation d'économiste et de statisticien, pour être inséré dans des dispositifs statistiques publics ou privés. Car c'est par leur entreprise que la représentation acquiert une légitimité de considération, une valeur, aussi longtemps que ces indicateurs sont produits et sont non contestés. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là que notre propos se voudrait proposition. On pourrait imaginer que chacun de ces 7 domaines puisse être apprécié à l'aune de nos représentations traduites par des indicateurs reflétant différentes temporalités à l'œuvre de ces ressources. Là je fais intervenir une nouvelle notion, celle de temporalité. En effet, en imaginant que l'on désire s'accommoder du cadre économique traditionnel, c'est-à-dire le cadre actuel, où, on le sait, il n'y a que des ressources dans l'économie que vous avez apprise, que j'ai apprise, il n'y a que ressources. Naturellement, c'est un cadre éminemment critiquable, que je critique, avec lequel je ne suis pas d'accord, et je l'accepte comme tel, précisément pour engager le débat. Eh bien, j'accepte ce cadre, et je dis à ses contempteurs, oui, dans cette économie même, où il n'y a que ressources, celles-ci étant humaines, sociales, capitalistiques ou naturelles, elles sont toutes là, eh bien, il reste que toutes les ressources n'en seraient pas moins soit des stocks, soit des flux associés à des temporalités repérables. Soit des stocks, soit des flux associés à des temporalités repérables. Ainsi, les stocks de ressources humaines, sociales, capitalistiques ou naturelles constituent des patrimoines associés à des temporalités plus ou moins longues et à des
mémoire. Il symbolise la formance. Aujourd'hui, les indicateurs de formance sont rares, encore plus rarement mobilisés, encore plus rarement quantitatifs, naturellement. De même, les flux, cette fois-ci, de ressources humaines, sociales, capitalistiques ou naturelles, constituent des richesses d'usage ou d'échange associées à des temporalités plus ou moins courtes et à des anticipations. Vous avez vu à chaque fois les mémoires, des anticipations cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise la performance. Aujourd'hui, les indicateurs de performance, toujours plus mobilisés, toujours plus quantitatifs, ont envahi nos grilles de représentation. Aussi, je crois qu'il est légitime qu'on puisse se poser la question suivante. N'y a-t-il pas des mesures permanentes à mesurer la performance instantanée sans envisager de prendre en compte, si cette expression peut être employée, de prendre en compte la formance liée aux différentes temporalités dont elle procède. Des mesures en un seul mot. Oui. Parce qu'on aurait pu entendre des mesures. Tu as raison, en un seul mot. Excès, déséquilibre. Doit-on choisir comme convention de mesurer d'abord pour quantifier ensuite, ou bien plutôt de prendre soin, une expression que tu aimes beaucoup Bernard, de prendre soin de l'état permanent du couple formance-performance pour en qualifier et en quantifier ensuite les éléments constitutifs? C'est une question que j'aurais bien aimé poser et que je pose naturellement à mes anciens collègues statisticiens, mais aussi au-delà d'eux, aux épistémologues des mathématiques, des statistiques, des probabilités, de tous ceux qui aujourd'hui sont au cœur d'un mouvement dont ils ne savent pas très bien comment le prendre, ni d'ailleurs leur part de responsabilité. La puissance des connaissances, des techniques et des pratiques que nous mobilisons au service de la dynamique des richesses d'usage comme d'échange est aujourd'hui telle, à commencer, comme nous l'avons longuement expliqué, par celle de la finance de marché, que globalement, les transferts de risques, les transferts majeurs de risques dont je parlais, eh bien, elles s'exercent en faveur des flux et au détriment des stocks. Ça ne vous surprend plus maintenant, à travers les logiques de prédation qui animent nos sociétés, que j'ai osé qualifier, que je continue à oser qualifier de sociétés d'aléa moral total. Concernant le rapport flux-stock relatif aux ressources naturelles, par exemple, son expression autour de l'indicateur d'empreinte écologique, que vous connaissez bien maintenant, elle métaphorise bien la relation performance-formance. En effet, au plan quantitatif et global, on s'est montré aujourd'hui qu'en 2013, il n'aura fallu à la population mondiale que 132 jours pour consommer toutes les ressources naturelles dont la Terre peut assurer la formance en un an. Il y a 40 ans, en 1970 exactement,
c'était 363 jours. Nous en sommes à 132. La performance d'ensemble s'effondre avec une rapidité tragique, marquant la logique de prédation, marquant que celle-ci est manifeste. Eh bien, concernant le rapport flux-stock relatif cette fois aux ressources humaines, sociales ou capitalistiques, on pourrait très bien imaginer son expression également autour d'indicateurs spécifiques, lesquels renseigneraient sur la pertinence des présupposés rationnels qui guident les actions des hommes, au moins dans les 7 domaines dont j'ai parlé, et qui forment la majorité de l'engagement des hommes, à l'exception des 2 que j'ai laissés de côté. Je plaide en conséquence pour que toutes les options de politique d'intérêt commun, d'intérêt public et d'intérêt général, considérant le recours et l'emploi de ces ressources humaines, sociales, capitalistiques ou naturelles, soient progressivement soumises à une nouvelle démarche conventionnelle relative au stock et au flux. Bref, au stock comme au flux devraient être affectés des indicateurs. Je n'aime pas ce mot, mais employons-le comme ça, parce que nous le comprenons tous ensemble, que nous mettons à peu près la même chose derrière ensemble. Devraient être affectés des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de formance et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de performance. Avant d'arriver à ma conclusion, je voudrais vous dire la chose suivante. À l'évidence, ce que je propose là, il s'agit d'une orientation politique majeure, et qui est pourtant fondée sur une faible modification de nos représentations. Parce qu'au fond, j'ai le sentiment que nos esprits sont presque partout préparés. Alors, on pourrait faire ça en France. Et on a d'excellents scientifiques de toute discipline pour engager ce mouvement, tant de production de connaissances, de techniques et de pratiques. Mais bien sûr, pour faire société internationale, il faut mettre en scène des représentations qui soient ouvertes, puis les partager en permanence, partager ces images de réduction de la complexité du réel qu'elles expriment, enfin co-construire de tels indicateurs, de façon qu'ils puissent rendre compte de regards, puis d'accords transculturels, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler une dynamique de symbolisation, symbolone. Alors, pour faire société européenne, pourquoi, à la suite des nombreux efforts consentis déjà depuis 20 ans, on ne part pas de rien, loin de là, dont celui de l'IDH, vous savez, l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUE. Pourquoi ne pas reprendre les travaux franco-allemands là où on les a laissés, voilà, quelques années seulement, en 2008, à la suite de ceux de la commission dite Stiglitz-Sen, mise en place précisément au début de 2008, et approfondir ces travaux dans le sens de l'élaboration d'une architecture statistique fondée sur de nouvelles catégories, peu ou prou inspirées du propos tel que je vous le confie. Allons même un peu plus loin dans les prérequis démocratiques. Proposons sur cette base un travail franco-allemand de modélisation générique de nos représentations préfigurant l'union politique européenne,
temporaliser dans ses patrimoines et ses savoirs, les stocks, et dans ses industries et ses richesses, les flux. Et mettons-en le résultat en débat à l'intérieur de nos sociétés. Et s'il le fallait, moi je le souhaite, aussi en débat géopolitique, en premier lieu avec l'administration Obama, qui comprendrait peut-être mieux quel cap se donne aujourd'hui l'idée d'un bien public européen à l'heure de la projection d'un futur et possiblement ravageur partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Un tel cœur de modélisation homéostatique, performance, aurait la vertu d'éclairer et de faire évoluer en parallèle les rapports d'influence, les puissances d'agir, et les représentations générales qui inspirent les grilles de lecture d'où émergent nos indicateurs. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et j'ai une très courte conclusion. La voici. Le seul risque étant l'avenir, il convient de dissoudre le temps. Voilà le fantasme d'une sécurité totale à l'ombre du présent que vit pleinement l'industrie financière de marché désormais globale. Mais cette croyance, intéressée bien entendu, en une performance continue et perpétuelle, enfin délestée d'une préférence pour l'avenir, c'est-à-dire d'investissements créateurs qui pourraient incarner cet avenir, eh bien, elle se paye dans nos réalités tangibles et quotidiennes d'une dynamique délétère. Nos sociétés fonctionnent en effet peu ou prou dans une logique d'aléa moral, c'est-à-dire de transfert incontrôlé des risques. Elles sont laissées presque littéralement sans connaissance, bref, dans un défaut généralisé de formance, et ces individus sans capacité de responsabilité et d'engagement. Société de parieurs, société de parias. Il faut sortir de ce chronoclasme, prendre soin du temps, donc prendre soin du couple formance-performance, de son équilibre, comme antidote à ces transferts de risques non convenus. Enfin, inscrire l'inaliénabilité de ce couple formance-performance dans des perspectives conventionnelles et politiques nouvelles. Nouvelles, mais au fond déjà attendues, car tout développement durable et humain ne saurait être que chronophile. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul. Un exposé extrêmement intéressant, argumenté, précis, un peu difficile. Difficile. Mais nous aimons la difficulté. Et vraiment très très bien. Puisqu'on a, merci aussi à Dominique pour nous avoir apporté un peu d'eau, surtout pour toi. Puisque nous avons du temps, je propose que si quelqu'un a une question, bon, le principe c'est qu'on porte toutes les questions à la fin, mais s'il y a quelqu'un qui me pose une question tout de suite, je ne vois pas très bien la salle, mais c'est tout à fait possible, puisque nous ne sommes pas trop pressés. Oui ? Entendu. Alors il faudrait juste, par contre, faire passer le micro. Voilà, merci Arnaud. Une question ou une observation, bien sûr.
une contestation, ce qu'on veut. Oui, tout ce qu'on veut, au contraire. Oui, aux Journées de la science organisées par France Culture, il y a Madame, je crois, Coury, qui a fait un cycle de travaux mathématiques à la demande de M. Bouton, de Société Générale, dans les années 80, et donc, en fait, il expliquait ce que vous venez d'expliquer, finalement, sur le report d'assurance, en fait, sur des placements ultérieurs. Mais je voulais savoir quel débat dans le milieu scientifique a eu lieu, puisqu'elle dit qu'effectivement, ils se sont engagés et maintenant, elle mesure un certain niveau de responsabilité. Mais je voulais savoir quel était le débat qui avait pu avoir lieu dans le milieu scientifique et qui avait permis de monter ce type de programme de recherche et d'application. En tant que statisticien ou économiste. Alors, je pourrais vous faire une réponse longue, mais je vais la faire courte, quitte à ce que vous puissiez faire écho à nouveau. D'abord, les communautés scientifiques concernées sont nombreuses. Il y a les communautés mathématiques qui ne sont d'ailleurs pas homogènes, elles sont très nombreuses, sont très diverses. Il y a les communautés statistiques qui sont d'autres communautés lancées à la fois dans les connaissances, dans les techniques et dans les pratiques. Elles ont un caractère souvent national, celles-là, hein, parce qu'elles mesurent souvent des richesses. Hein. Donc elles sont plus culturalisées, sont peut-être moins cultualisées. Ah, j'ai fait cette distinction entre cultuel et culturel, qui reviendra peut-être dans mon propos ultérieurement. Nicole El-Karoui, puisqu'il s'agit d'elle, Nicole El-Karoui, ancien professeur de mathématiques appliquées à Paris 6, aujourd'hui en retraite, a formé effectivement des quantités de ce qu'on appelle aujourd'hui des traders. Vous savez que les traders formés par la France sont les meilleurs du monde et ont effectivement beaucoup essaimé, notamment aux États-Unis. Il reste que Nicole El-Karoui, il faut prendre son propos comme tel. Je ne saurais aller au-delà. On produit des modèles mathématiques dont elle dit qu'elle les a vendus avec, comme tout modèle, des limites de validité. Et qu'elle regrette vivement que ce soit ces limites de validité qui ont été oubliées au moment de l'emploi de ces modèles. C'est une forme de réponse à votre question. Donc, si vous voulez, la question de la responsabilité se pose de manière différente selon le point de vue que l'on a. Quand on rencontre les financiers, ils disent « Écoutez, on nous a vendu des modèles qui n'étaient pas bons ». Les autres, les scientifiques, nous disent « Pas du tout. Nos modèles étaient une représentation, certes, réduite de la réalité, comme tout modèle, naturellement, mais nous avions indiqué les limites de validité, et notamment des limites relatives à l'infini. » Ah, tiens, l'infini. Ça vous dit quelque chose sur cette division à l'infini de la dimension temporelle. Comment dire, tentation, est-ce que j'oserais ce terme quasi religieux, tentation qui n'est pas contemporaine, qui n'est même pas moderne, tentation qui existe depuis fort longtemps, que de diviser le temps à l'infini pour pouvoir en tirer des ressources. Hein. Donc, si vous voulez, selon le lieu d'appréciation de ces modèles mathématiques, ben voilà, vous pouvez espérer au mieux une controverse bien élaborée qui nous permette à l'avenir de modifier nos connaissances, nos techniques et nos pratiques et qui dégénère le moins possible en polémique
entre scientifiques et financiers qui, comme vous le savez bien, la polémique, elle n'est faite que pour vaincre, pas pour convaincre, ce qui est le cas de la controverse. Voilà, c'est un début de réponse. Pardon Jean-Paul, je crois que les milieux financiers, et Pierre Sarton qui est là, qui travaille avec Paul Jorion l'a souvent expliqué, les milieux financiers étaient parfaitement au courant de ces modèles, c'est parce qu'ils étaient tous d'accord pour aller dans le même sens qu'ils faisaient agir ces modèles en sachant qu'ils pourraient mieux les maîtriser que ceux qui s'en servaient, ou plutôt qui achetaient les produits de ces modèles pour s'en dégager à temps. Donc je crois qu'elle n'a pas tellement eu lieu, les financiers n'ont jamais vraiment accusé les mathématiciens. Puis l'autre question que je me pose, c'est pourquoi tous ces jeunes formés sont partis vers l'industrie financière alors qu'ils avaient une matière grise qui aurait pu aller ailleurs, et là, mon cher Arnaud, toi qui connais mieux que moi, naturellement, ces milieux-là, d'une part, ils ont été formés au trading par Nicolas El-Karoui et par d'autres enseignants. Donc, si tu veux, ils ont été formés au trading. Voilà, il y avait des DEA, voilà, par ici, ça à l'école polytechnique, en d'autres endroits, il n'y en a pas beaucoup, à Dauphine, il y en a eu un, voilà, hein, et qui ont donné effectivement ces personnes dotées d'un savoir qui a été recherché. Donc pourquoi veux-tu qu'ils aillent faire autre chose? C'est peut-être les intentions initiales qui peuvent être mises en cause, mais enfin bon, ils ont été formés à cela. Ensuite, le fait que... Ils étaient mieux payés que les certains dirigeants des banques. Mais oui. Si c'était ce que tu voulais dire, oui, je crois que on peut le dire, oui, sans doute. Il y avait des intentions, mais il y avait voilà, des compétences qui étaient mises sur un marché. Après que les milieux financiers font tous ensemble la même chose. Mais c'est une spécificité, c'est une propriété des marchés financiers. Tu me donnes l'occasion, là, de bien spécifier la distinction fondamentale entre les marchés, on va qualifier d'économiques, et les marchés financiers. Hein? C'est qu'il y a une régulation qui se fait à l'intérieur des marchés économiques, hein, qui ne se fait pas à l'intérieur des marchés financiers. C'est-à-dire, voilà, quand tout le monde achète sur un marché financier, on continue à acheter. Voilà. Donc on dit qu'il s'agit d'une irrationalité. Il fut même un grand patron de la Fédérale Réserve qui parlait d'exubérance des marchés. Non, c'est une propriété de ces marchés qui ne sont pas rationnels. Donc, peut-on encore les appeler des marchés? Ah, là, les épistémologues sont les bienvenus. Justement, c'est une des questions que je me posais. Dans cette quête de la déresponsabilisation, ce refus de la différenciation et de la discrimination des horizons, est-ce qu'un des problèmes n'est pas de considérer que les industries jouent le même jeu que ce que vous appelez, ce qu'on appelle l'industrie financière, qui, en tant qu'indicateur, devrait être, à mon avis, à une place séparée de ce qu'elle mesure. Comme une autorité de marché, normalement, n'est pas habilitée à jouer sur le même marché. Je vais répondre en deux temps. Vous êtes aperçu que j'ai voulu insister, sous forme de question, sur cette distinction entre risque et pari. C'est bien cette indistinction qui, moi, me pose problème. Peut-être faudrait-il la formuler autrement. Et là, j'allais dire, toutes les réflexions sont les bienvenues. Il reste que, moi, économiste de la recherche, j'ai vu effectivement dans les années 90 arriver les directeurs des risques, les directeurs financiers au sein des grandes entreprises, chassant d'ailleurs les tout nouveaux entrants au bord des grandes entreprises qu'étaient les directeurs de la recherche et de l'innovation. Et des logiques de pari avec toute l'attirail, toute la boîte à outils qui venait remplacer la boîte à outils du risque. Hein? Et donc les logiques financières ont commencé à prendre une place de plus en plus importante
dans ce qu'on appelle, à mon avis à tort, la gouvernance des entreprises. Mais bon, les exemples sont aujourd'hui légion. Et les outils, on les connaît aujourd'hui, soit des outils d'output, la recherche d'une obsolescence plus ou moins programmée dès le début, mais la recherche de l'optimisation. Voilà une notion extrêmement intéressante. Hein, l'optimisation qui est une recherche qui n'est pas c'est pas une notion stricte, c'est une notion économique naturellement, hein, et qui est recherchée avant tout par les financiers. Eh bien voilà une notion qui a transfusé des logiques de l'industrie financière de marché vers les sociétés. La question de l'optimisation individuelle et sociale, elle nous pend au nez, hein, quand on le voit. Alors, en revanche, la question que vous posez, et je veux compléter en tout cas ma réponse par ceci. Toutes les industries nouvelles, l'industrie de la finance, elle a plusieurs milliers d'années. Donc, dire, comme quelqu'un d'important a pu le dire, mon ennemi c'est la finance, c'est quelque chose qui est ressorti d'une sottise, parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un ennemi qui aurait plusieurs milliers d'années, etc. Non, ce sont bien les connaissances, les techniques et les pratiques actuelles d'un secteur qui pose problème. C'était le sens de votre question. Et qui fait qu'aujourd'hui, la fusion-confusion entre les acteurs, les régulateurs, les notateurs, etc., est telle que c'est eux qui ont fabriqué ce que j'ai voulu appeler cet espace de sécurité totale, c'est-à-dire de détestation profonde de l'instant d'après, puisque l'instant d'après, c'est l'insécurité. Et quand il m'arrive d'entendre certains milieux parler du principe de précaution tel qu'on en parle aujourd'hui, entre deux groupes de pression, avec un principe d'innovation d'un côté, un principe de précaution, moi je pense d'abord à ceux qui ont inventé ce principe de précaution dans une forme radicale. Pour moi, l'industrie financière de marché. Donc c'est à elle, s'il faut s'adresser à une profession contemporaine et lui dire c'est vous qui avez inventé le principe de précaution dans sa forme la plus radicale possible, c'est l'industrie de marché où tout est confus, y compris le risque et le pari. J'aimerais bien rebondir à partir d'un exemple et avoir votre avis là-dessus. J'ai vécu. Après, là, on arrêtera parce que sinon on va se mettre trop en retard. Non mais vas-y. Une expérience dans l'édition, d'optimisation de notions de risque et de notions de réponse financière, c'est de précaution. J'ai vécu une époque où on reprochait à une directrice éditoriale de perdre de l'argent alors qu'elle était bénéficiaire et faisait son budget. Le reproche qui lui était fait par l'entreprise était qu'on pouvait montrer, en analysant l'ensemble du marché, que d'autres acteurs gagnaient plus. Donc c'était une perte. Donc là, la notion d'optimisation, c'est par globalisation du marché, me paraît délier l'horizon au sens d'un horizon de tous les horizons, avec toutes les apories mathématiques que cela amène pour empêcher la discrimination. Puisqu'on arrive à l'indécidable quand on joue à ce jeu de l'ensemble de tous les ensembles. Deuxièmement, la réponse de l'éditrice a été de dire l'an prochain, je me couvrirai en risque de change, et sur un risque de change financier sur le marché du dollar, avec les mêmes prises de risque éditoriales, elle était du côté du positif et avait droit aux félicitations de la direction. Ce qui, à nouveau, est donc bien dans ce sens que la globalisation et l'effacement d'horizon, l'effacement de différenciation dans les outils de mesure me paraissait totalement pervers pour avoir une mesure effective d'une performance. Cela dit, c'était une mauvaise éditrice.
Merci beaucoup. On va arrêter là parce que je ne voudrais pas qu'on... On y reviendra de toute façon. Hein. Moi-même, j'ai des Il y questions. avait deux questions, Bernard. Tout à l'heure, peut-être tout à l'heure. Si elles sont courtes, Oui, mais est-ce qu'elles vont vraiment être courtes? Et surtout les réponses. Non, et surtout les réponses. Non, je ne voudrais pas qu'on déséquilibre, qu'on Oui, déstructure après. l'après-midi. C'est ça le problème, hein, parce que ça fait 1h30 déjà dans le monde. Voilà. Bon, alors, elle est courte, votre question? Ou votre remarque? Elle est énorme. Ah oui, bonjour, Dorothée. Alors, si elle est énorme, gardons-la pour la fin, Oui. Dorothée. Peut-être juste pour qu'on puisse peut-être la métaboliser, juste très rapidement, peut-être sans réponse. C'est juste pour une ouverture. Parce que j'aurais aimé, et je n'ai pas entendu dans tout ce propos, merci d'abord à Jean-Paul pour cet exposé, mais je n'ai pas saisi si tu commençais à exprimer ce qui était à l'origine de ce découplage entre formance et performance. Et la chose seulement que je voulais commencer à évoquer, c'est est-ce que, au-delà du terme formance, des deux termes que tu utilises, on ne peut pas ajouter le terme d'informance ou d'information, dans le sens même qu'on pourrait penser que dans ce processus qui est à l'œuvre, on aurait à l'origine quelque chose qui serait ce fantasme de la puissance de l'information hors matière. C'est-à-dire, le risque ultime n'est pas l'avenir, mais la question de la vie et de l'incarnation, tout simplement. Je laisse cette question pour tout à l'heure. Donc, Jean-Paul propose d'y revenir tout à l'heure. De toute façon, moi, j'y reviendrai moi-même, y compris dans mon intervention. Voilà. On peut s'arrêter là.